Bon, l'investissement en Floride, par où débuter? Ça, c'est la photo de ma dernière acquisition. Donc, je raconterai un peu plus tard. Donc, l'horaire de la journée, c'est moi, Nicolas Lapointe, qui va débuter avec mes transactions en Floride et je vais vous parler un peu là, de comment je vois les avantages d'investir en Floride et également un petit résumé des visites que j'ai faites dans les derniers 11 jours. Martin Rivard va enchaîner avec... Martin Rivard, c'est le président de Rivard Assurance, qui est une compagnie qui assure je ne sais pas combien de Québécois en Floride, mais je peux vous dire que c'est de nombreux Québécois qu'ils assurent. Moi, je fais affaire avec eux d'ailleurs. Patrick Filiatro va venir, qui est un investisseur au Québec et en Floride, va venir nous faire un témoignage sur l'achat d'un condo qu'il a fait de 55 ans et plus. Daniel Dion de la NatBank va venir nous parler du financement bancaire. Par la suite, Guy Demers. Guy Demers, qui est un bon ami à moi, et va venir nous faire un témoignage sur les condos Airbnb. Donc, c'est des condos qui permettent la location Airbnb. On va y voir tout à l'heure avec notre ami Guy. Par la suite, il y a Linda Fay, qui est courtière immobilier sur la côte Est. Elle va venir nous parler des clauses à mettre dans une promesse d'achat pour se protéger. Et également, va venir nous montrer des actifs live qui sont sur le marché, qui viennent de tomber sur le marché sur la côte Est, des maisons, des condos de différentes villes de la côte Est. Par la suite, Cédric Fournier-Goraïeb, qui est un fiscaliste, va venir nous parler des structures de détention et également comment sauver de l'impôt à la revente. Lorsqu'on revend un actif, il y a des techniques, il y a des formulaires à remplir. Et puis, on enchaîne avec Marie-André Villeneuve de Desjardins Bank pour le financement bancaire également. Et on termine avec Joanne Fools, qui est courtière immobilière sur la côte ouest. Et on va terminer avec un mot de la fin, bien entendu. Donc, je poursuis. Les avantages de l'immobilier en Floride. En tant qu'investisseur, je vais me présenter. Je pense que j'ai oublié de me présenter au début. Donc, je suis Nicolas Lapointe. Je suis investisseur également au Québec. Okay? J'ai aux alentours d'une centaine de portes, un petit peu plus qu'une centaine de portes au Québec. Et j'ai investi également en Floride. C'est certain que l'absence de la Régie du logement en Floride, des fois, en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire immobilier, ben, ça facilite les choses. Si on a un locataire long terme, à chaque renouvellement, c'est le propriétaire ici en Floride qui décide des conditions de renouvellement du bail. Et même à savoir si on renouvelle ou pas, c'est vraiment le propriétaire qui a son mot à dire. Alors qu'au Québec, comme on le sait, ben, c'est différent. On doit jouer avec les règles de la Régie du logement. Donc, c'est une notion qui est quand même assez importante en tant qu'investisseur. Les avantages, bien, il y a le climat. Tu sais, c'est bien de profiter du soleil aux frais des les locations mensuelles ou touristiques. Comme moi, présentement, je suis dans une de mes deux maisons. La maison est payée complètement par mes locations touristiques. Et bien, là, présentement, c'est moi qui en profite. Donc, c'est vraiment génial, ce côté-là. Je n'ai pas de porte au Québec. C'est sûr que je pourrais avoir un chalet locatif, faire la même chose au Québec, mais de le faire en Floride, c'est très bien aussi. L'autre chose, les frais de gestion qui sont déductibles. Donc, moi, mon billet d'avion, ben, c'est dans mes dépenses. Ma location de voiture, c'est dans mes dépenses à chaque fois que je viens ici en Floride. Parce que regardez, ici, j'ai réalisé que les oreillers, on a eu des commentaires comme de quoi que les oreillers devaient être changés, que les oreillers étaient trop molles. Donc, je vais aller acheter des oreillers moi-même. Je vais y aller avec ma voiture. Donc, j'ai loué une voiture. Je peux la mettre dans mes dépenses. Donc, c'est déductible. Donc, c'est un avantage qui est vraiment intéressant, les frais de gestion déductibles. Par où commencer? Déterminer son secteur en fonction de vos besoins. Côte ouest, côte est, le centre comme Orlando, les avantages et les inconvénients de chacun. Pour vous dire, dans les derniers 2 semaines, moi, j'adore la côte ouest. Moi, j'adore la côte ouest. Je vais sûrement investir dans la côte ouest. C'est sûr et certain que
ce n'est pas le même type d'investissement que la côte Est. OK? Je vais vous expliquer. C'est que sur la côte Ouest, présentement, en termes de location, de ce que j'ai vu, d'après mes analyses sur VRBO, Airbnb, les locations, c'est très fort à partir du Thanksgiving, donc la dernière semaine de novembre, et jusqu'à avril, jusqu'à la fin avril. Par la suite, ça devient complètement mort en location touristique. Donc, il faut s'arranger. Si vous trouvez un actif sur la côte ouest, il faut s'organiser pour être rentable côté investissement dans un espace de location qui va être de novembre à avril. Il faut faire le maximum de ses frais, il faut payer le maximum de ses frais dans cette période-là ou accepter que on ne payera pas tous nos frais. Il y a une chose, par exemple, l'avantage de la côte ouest, c'est que la démographie est beaucoup plus importante sur la côte ouest que la côte est. Ça, c'est statistiquement, c'est un fait. Et on le vit. On le vit. Moi, je suis allé voir des maisons. J'ai vu des affaires comme 6 offres qui venaient de tomber. My God. Une maison neuve à Fort Myers, un beau bungalow qui était à 625 000. Très bien fait. 3 chambres, 2 salles de bain de mémoire. Avec un quai, un petit quai sur un canal et une piscine. 625 000, un bungalow. Et quand je suis arrivé, il y avait à peu près 6 offres dessus et les offres avaient dépassé, d'après moi, avaient dépassé le 700 000. Donc, l'augmentation de valeur sur la côte ouest, étant donné la démographie, d'après moi, va être de plus en plus importante. Donc, cette maison-là, l'année prochaine, va valoir facilement 800 000. C'est fou. Le marché est en feu. L'augmentation de valeur, selon moi, va être supérieure sur la côte ouest. Alors, mais le désavantage, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau locatif, il faut s'attendre à avoir une période de location qui est restreinte. Donc, la côte Est, mais je viens d'en parler. La côte Est, ce qui est bien, c'est que, bon, peut-être qu'on ne connaîtra pas le même taux d'augmentation de valeur, mais au niveau location, quand je parle, mettons un exemple, comme moi ici à Fort Lauderdale, à Fort Lauderdale, moi je loue en touristique. On vient de terminer l'année 2021, on est à 85 on est à 85 de booking, d'utilisation, donc c'est quand même très fort. Donc, même le mois de septembre, on est à 22 nuits de louer. Donc, c'est quand même très fort sur la côte Est en termes de location. Donc, ça se loue sur la côte Est, même l'été. Ça se loue en mai, ça se loue en juin, ça se loue en juillet. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, le centre, Orlando. Orlando, aujourd'hui, étant donné l'horaire, on va en parler un petit peu moins. On prépare présentement une formation en Floride et on va en parler beaucoup plus lorsqu'on va être live en Floride. Orlando, les locations, c'est sûr que c'est à l'année, étant donné la présence des parcs, Disney et compagnie. Donc, c'est vraiment une location à l'année. La seule chose que j'ai regardée, selon les analyses que j'ai faites, c'est qu'il y a beaucoup d'offres présentement. Il y a beaucoup d'offres. Je pense que, étant donné la COVID, ça a stoppé un peu la présence sur les parcs. Donc, c'est sûr que en termes de location, je pense que depuis la COVID, les gens qui ont investi à Orlando ont peut-être pas loué autant qu'ils le prévoyaient. Sauf que là, la COVID, à un moment donné, c'est sûr que ça va arrêter. Donc, ça peut être un bon timing pour investir à Orlando. Donc, parce que quand que ça va reprendre, ça va reprendre. Parce que Disney a des projets d'agrandissement qui sont incroyables. Ils achètent des terrains autour pour agrandir leur parc. Il y a d'autres parcs qui font la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement qui va se faire à Orlando. Et le prix des maisons est encore très bon. Et je crois que dans 5 ans, quand il n'y aura plus de terrain, les prix vont vraiment grimper en flèche. Donc, à surveiller Orlando. Préparez votre mise de fonds US avant de magasiner. Il faut être rapide. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une offre il y a 2 jours sur une maison, un petit peu moins que 2 millions à Fort Lauderdale.
Et puis, c'est rapide, là. Les gens cherchent des cash buyers, des gens qui achètent cash. Alors, si on est, moi, je ne suis pas un cash buyer à 2 millions en passant, mais j'ai mes préqualifications bancaires. Donc, ça prend une préqualification bancaire avec votre banque. Très important d'être préparé pour votre promesse d'achat. Donc, une lettre de préqualification bancaire et préparez votre mise de fonds US, du moins le dépôt. Le dépôt, normalement, c'est entre 5 et 10 %. Donc, c'est ça. Moi, j'avais un 5 à 10 % de prêt US, de dire, OK, regarde, moi, je peux t'envoyer dans les conditions de la promesse d'achat, je peux t'envoyer dans 3 jours. Normalement, le dépôt, ils le veulent rapidement. Une fois que c'est accepté, ils le veulent 3 jours ouvrables après l'acceptation du contrat. Donc c'est ça. Donc, j'ai dit dans mon offre d'achat que je suis prêt à envoyer un 10 3 jours suivant l'acceptation de la promesse d'achat. Donc, c'est très important de se préparer à ce niveau-là. Mise de fonds US, je le répète, l'aide de préqualification bancaire que vous demandez à votre banque. Par la suite, recherche constante sur Realtor.com et différents courtiers. Donc là, c'est sûr que il faut surveiller le marché. Étant donné que le marché est en feu, qu'il y a beaucoup d'acheteurs, vous n'êtes pas tout seul, très important de surveiller à chaque jour ou aux 2 jours et de parler au courtier que vous recherchez, dites-leur que vous recherchez tel actif, tel critère, sur le bord de l'eau, pas sur le bord de l'eau, sur un golf, pas sur un golf, 55 ans et plus, pas 55 ans et plus. Dites-leur le plus de critères possible. Et puis, lâchez-les pas. À chaque semaine, c'est important de revenir à la charge. Si vous allez sur un logiciel ou une application comme Realtor.com, ben, allez-y tous les jours et demandez les listings qui sont arrivés dans les 3 dernières journées. Comme ça, vous êtes à jour sur ce qui vient d'arriver. Et soyez rapide. Soyez rapide. Comme je le disais tout à l'heure, c'est incroyable la quantité de demandes que j'ai faites. Puis j'ai rencontré des listings qui avaient déjà un contrat, puis ils étaient sortis 2 jours avant. Donc, c'est assez incroyable. Ensuite de ça, j'ai un truc que j'ai connu dans les 2 dernières semaines, HomeSnap. J'ai bien aimé ça. HomeSnap, c'est une application qui nous permet de prendre en photo n'importe quelle maison. Et puis, à ce moment-là, là, vous avez tout l'historique. Est-ce qu'elle a été sur le marché dernièrement? Est-ce qu'elle est sortie du marché? Est-ce qu'elle est en expiré? Est-ce que c'est magnifique comme application? Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment spécial. Donc, je voulais vous le partager. Dans votre recherche en termes d'investissement, je pense que le site RDNA est vraiment, vraiment nécessaire. Il y a un abonnement à payer, mais vous pouvez payer selon la ville. Nous, moi j'ai payé pour la Floride au complet. Ça m'a quand même coûté un bon 1000 quelques dollars. Là. Mais si vous y allez par ville, c'est beaucoup moins cher que ça. Donc, si, mettons, vous dites, moi, je vais investir à Fort Lauderdale, à ce moment-là, ça va vous coûter, je ne me rappelle pas combien, mais c'est beaucoup moins dispendieux. Et là, vous avez les statistiques de combien se loue, mettons, un condo qui est dans telle région. Vous allez avoir, puis avec des graphiques et tout, vous avez des comparables. Quel mois est le plus rentable? Quelle ville en Floride est la plus rentable? En tout cas, c'est magnifique l'information qu'il y a sur ce site. Ensuite de ça, comme outil, les recherches par vous-même sur VRBO et Airbnb. Comme je disais tout à l'heure, de ce que j'ai regardé sur la côte ouest, c'est en allant sur VRBO et Airbnb, j'ai regardé plusieurs actifs. Je suis allé voir leur calendrier de réservation. Moi, si vous allez sur le calendrier d'une de mes maisons, je suis presque sold out jusqu'au mois d'août. Donc, on est capable de voir si ça va bien dans ce secteur-là ou pas. Donc, dépendamment des actifs aussi. Donc, ça, c'est facile, c'est accessible, ça ne coûte rien. Vous allez sur VRBO, Airbnb et vous cherchez en tant que voyageur et non en tant qu'hôte. Donc, vous cherchez en tant que voyageur. Et puis, si, mettons, vous voulez un bungalow, vous allez voir les bungalows, 3-4 chambres. Vous allez voir les calendriers de réservation. Ça va vous donner une bonne idée sur votre analyse de rentabilité. Donc, analyser la rentabilité en fonction des prix et des calendriers, ce que je viens d'expliquer. Exemple, la côte ouest versus la côte est, j'en ai parlé. Créativité pour sortir du lot. Exemple, Orlando et côte est. Une fois que vous allez avoir un actif,
ça va être important, même avant de l'avoir, peut-être de commencer à penser à une certaine créativité pour sortir du lot. Parce que des fois, en Orlando, il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur VRBO et Airbnb. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Ben, j'ai un ami, moi, un courtier, lui, ce qu'il fait, ben, c'est de thématiser des maisons. Donc, lui, il construit des bateaux de pirates dans ses maisons et pour aller chercher un peu, les gens vont à Orlando pour aller voir les parcs d'attractions, donc Disney et compagnie. Donc, d'avoir des choses thématiques, j'ai trouvé ça intéressant dans la maison même. Donc, ça, les enfants capotent là, avec ça. Là. Donc, c'est sûr que c'est une belle façon de sortir du lot. J'ai trouvé ça intelligent. Et sur la côte Est, bien, regardez, moi, c'est sûr que je suis je vais l'expliquer tout à l'heure. Avant, j'ai acheté des condos, mais maintenant, je suis dans les maisons. Et le plus de chambres possible, plus que vous avez de chambres, plus vous sortez du lot. Parce que des 2 chambres à louer en Floride, il y en a des milliers. Mais quand vous tombez dans le 6, 7, 8, 9 chambres, et là, le nombre d'offres diminue. Donc là, c'est de cette façon-là que vous sortez du lot. Donc, moi, une façon que j'ai fait, et je vais vous le montrer tout à l'heure avec les photos, les garages, je les utilise toujours pour aménager une chambre. Les garages, là, en tant que Canadien, on arrive ici, on n'en a pas de besoin du garage. Donc, je fais construire une fenêtre et je rends ça légal et puis je mets une 9e chambre pour essayer d'offrir, pour essayer de sortir du lot. Donc, d'offrir plus de chambres. Ça permet de sortir du lot. Marché de la location touristique en Floride. Il faut savoir que c'est 26 du marché touristique des États-Unis. C'est énorme. 30 milliards de revenus annuels. Pensez-y, 30 milliards de revenus annuels. Et ça, mes chiffres datent peut-être de l'année passée. Je vous dirais que depuis la pandémie, on n'a pas eu les nouveaux chiffres. D'après moi, c'est un petit peu plus que ça. Mais quand même, c'est une bonne portion de la tarte. En Floride, c'est tellement gros le marché de la location touristique qu'il existe une association de lobbyistes et d'avocats pour défendre les locataires touristiques qui s'appelle le Florida VRMA, okay, qui est supporté par les groupes Expedia, Airbnb, Love Rental, VRBO, donc Booking. C'est très, très, très fort le marché de la location touristique en Floride et on est protégé par cette association-là. Donc, je vais parler un peu de mon parcours. Je vais parler de mes récentes acquisitions et je vais reculer par la suite dans le temps. Donc, voici ma dernière acquisition. Dernière acquisition, c'est une maison sur le Atlantic Boulevard à Fort Lauderdale. On avait signé le contrat en février 2021. Et puis, bon, il y a eu des petites complications et tout. Et finalement, on a closé ça le 18 octobre. Donc, c'est quand même assez récent. Ça fait un mois et demi. Et puis, on est bien content. Je suis avec 3 partenaires de Québec. Donc, c'est une maison de 7 chambres et on va faire une 8e chambre là, dans le garage. Et c'est une maison qui, je vais poursuivre avec les photos. Regardez la proximité de la plage. Donc, c'est sûr que c'est son gros avantage pour la location par la suite, la location touristique, la localisation de la plage. Également, son autre avantage, c'est qu'elle est très moderne. Donc, c'est sûr que ça fait du flash, de la poudre aux yeux sur les photos des sites de location. Donc, vous voyez ici, on traverse la rue, on est rendu à la plage, c'est magnifique. Et on voit même la plage de la terrasse sur le toit. C'est-à-dire, on voit toute la mer en panoramique, c'est magnifique. Donc, en partenariat, point stratégique, localisation de la plage et la modernité. Point fort de la transaction. Regardez ici, on est sur le toit, justement, on voit l'océan. Le délai entre la signature et le closing. Bon, à ce moment-là, ce que j'ai fait, étant donné que le marché va très vite, nous, on avait un prix d'établi avec la promesse d'achat acceptée à X. OK? Mais là, étant donné que le marché en 6 mois a eu le temps de monter, et je me suis aperçu qu'on avait des comparables vendus qui s'étaient vendus au mois d'août. Donc, avant d'avoir la transaction, j'ai demandé une évaluation encore plus récente parce que dans le but de refinancer
dans un an, à ce moment-là, ben, j'ai déjà mon évaluation qui est, étant donné que notre prix d'achat est plus bas que l'évaluation récente, à ce moment-là, par chance qu'on a l'évaluation récente, parce qu'avec la transaction qu'on a faite, on se créait un mauvais comparable. On se créait, autrement dit, un comparable beaucoup plus bas que l'évaluation récente. Donc, je vais pouvoir me servir de l'évaluation récente 2 semaines avant la transaction pour qu'on puisse refinancer idéalement d'ici un an. Donc, et le point fort aussi de la transaction, c'est que c'est du tout meublé. Donc, c'était négocié à l'avance. On n'a pas eu à meubler. Donc, meublé, décoré et décoré, il y en a pour au moins 150 000 US là, en œuvres d'art et en meubles dans cette maison-là. Donc, ça, c'est un bel avantage. Vous voyez ici la maison. On voit la piscine d'à peu près toutes les pièces, étant donné que c'est très fenêtré. La première maison que j'ai investie, c'est en 2018. C'est à 4 minutes. Je suis dans cette maison-là, d'ailleurs, présentement. Je l'appelle la Floridienne. Donc, c'est un style plus Cape Cod, Key West. Donc, je l'appelle la Floridienne, avec un quai de 100 pieds, waterfront. Et puis, c'était quand même à 4 minutes de la plage. Donc, c'est un peu ce que j'aime de cette maison-là, c'est qu'il y a les deux. Il y a la plage qui est tout près et également, il y a des activités aquatiques qu'on peut faire, jet ski, paddleboard, kayak. Donc, jet ski, paddleboard. Sous air conditionné, oui. Donc, jet ski, paddleboard, on les met en location. Ça, il n'y a pas de problème. Les jet skis, par exemple, on les garde juste pour nous, pour les propriétaires. Vous voyez la piscine avec toujours le bord de l'eau. Télévision, c'est important. Les Américains, ils aiment ça écouter le football en groupe, se réunir. Télévision à l'extérieur. La façon qu'on a financé, on a payé un petit peu plus que 2 millions. On avait un prêt de la NatBank. Et le prêt, on est allé chercher un prêt personnel en résidence secondaire. Et on a payé, on a financé 80 du prix d'achat à un taux d'intérêt annuel de 4,61 à l'époque. Nous sommes toujours 3 partenaires. Et en rénovation, ce qu'on a fait, c'est par rapport à la licence touristique. En Floride, il faut aller chercher, à Fort Lauderdale, il faut aller chercher la licence touristique. Et puis, on a dû faire quelques rénovations parce qu'on a une inspection avec la licence touristique. On a toujours un inspecteur qui vient voir. Il est venu à 3 reprises. Il a fallu rajouter des clôtures aux alentours, entre le quai. L'accès au quai n'était pas clôturé, donc on a dû clôturer ça pour se mettre aux normes de la licence touristique. Par la suite, les détecteurs de fumée, il y avait 3 chambres qui n'étaient pas câblées, ils étaient seulement à pile. Il a fallu les câbler. Donc, on a dû faire venir un électricien à ce niveau-là pour se mettre aux normes. Donc, le garage, je vais vous montrer dans les photos tout à l'heure ce que j'ai fait avec le garage, la chambre que j'ai aménagée. Et puis, cette maison-là, on l'a refinancée en juillet 2020 avec une valeur beaucoup plus haute et on est allé cette fois-ci avec Desjardins Bank à 3,75 %. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, le taux d'intérêt est toujours un peu plus haut qu'au Canada. Ça, c'est la maison de côté. Je reviens avec cette photo-là. Vous voyez les 3 garages à droite. Donc, la première de gauche, c'est le walk-in que vous voyez dans cette chambre-là. Donc, ce n'est pas un vrai garage. L'espace de garage a été utilisé pour faire le walk-in. Par la suite, je reviens ici. Les 2 dernières portes, bien, c'est devenu, vous voyez les 2 dernières portes de l'intérieur. Donc, j'ai caché pour mettre un petit peu, rendre ça un petit peu plus luxe et convivial, une des portes de garage. L'autre porte, c'est une deuxième porte qu'on peut descendre lorsque la porte de garage est ouverte.
on peut rebaisser avec une porte moustiquaire, une porte de garage moustiquaire, qui apporte beaucoup de lumière et ce qui est génial pour quand on vit dans cette chambre-là. Donc, le garage est loué en 9e chambre avec la maison au complet. Et j'ai aménagé une salle de bain également. Les jet skis, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas voulu s'embarquer dans la location de jet ski avec la maison parce que côté assurance, côté poursuite aussi, on s'embarquait pour aller chercher peut-être 20 000 de plus par année. On trouvait que ça ne valait pas la peine, ça ne valait pas le risque encouru. Donc, on a décidé de garder ça pour les propriétaires, mais c'est toujours le fun d'avoir des jet skis pour les propriétaires quand on vient à la maison. Le point de convention, utilisation personnelle. Chaque propriétaire a 2 semaines gratuites et plus 2 semaines de Noël en rotation. Donc, dans la semaine prochaine, c'est un de mes partenaires qui vient bénéficier de ces 2 semaines pour Noël. Et l'année prochaine, ça va être à mon tour. J'ai bien hâte. L'utilisation additionnelle. Si on veut utiliser la maison en plus, à ce moment-là, je dois payer le prix du marché moins le 20 de commission et moins 50 %. Donc, ça revient pratiquement à rien, mais au moins, on paye quelque chose. Donc, les autres partenaires ne sont pas comment je dirais ça? Ne sont pas désavantagés par rapport à ça. Partage des revenus et des dépenses à 33 % chacun, évidemment. Donc, pandémie, l'année 2020, ça n'a pas été facile pendant 3 mois, mars, avril, mai. La raison est simple, c'est que le gouverneur de la Floride a cancellé les locations touristiques. Donc, les locations de 30 jours et moins, c'était interdit. Là, on s'est dit, wow, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'on a fait, c'est là que j'ai commencé ma petite annonce sur Airbnb et j'ai trouvé un locataire qui nous a loué au mois. C'est sûr que ce n'était pas cher, c'était une affaire comme 10-12 000 pour le mois, alors qu'on loue du 40 000 et plus pour un mois. Mais là, on était en mode faut aller chercher des revenus dans une crise, dans une période qui était difficile. Donc, on est quand même loué au mois. Les gens, à ce moment-là, en période de crise, cherchaient des endroits avec des piscines privées. Donc, c'était, rappelez-vous que tous les condos, les piscines étaient fermées. Les hôtels, je pense que les piscines étaient fermées. Donc, c'était quelque chose, là. Au moins, avec une maison privée, tu as ta piscine privée, donc tu peux quand même profiter de la vie. La reprise en juin, le gouverneur a réouvert les locations touristiques en juin. Les conditions, encore aujourd'hui, les conditions aujourd'hui, ça va bien. Il n'y a plus de restrictions à la COVID. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Et je vous dirais même que depuis la COVID, ça a augmenté notre taux de location. C'est incroyable. 85 % on n'avait jamais connu ça. Il y a beaucoup d'Américains qui, plutôt qu'aller en Europe, vont en Floride. Donc, ça paraît beaucoup. Donc, la façon que je m'y prends pour louer, Airbnb, VRBO. VRBO, à ne pas sous-estimer parce que ça appartient quand même au groupe Expedia. C'est quand même une page qui est très, très, très populaire auprès des Américains. Moi, je loue, là, très honnêtement, 50 % de mes locations proviennent de Airbnb. 50 % proviennent de VRBO. J'ai entendu souvent des gens qui disent « Ah, ben moi, je loue seulement avec Airbnb. C'est très bien fait. C'est top. Moi, je continue avec ça. » Oui, mais moi, je le vis, là. C'est vraiment 50-50. Je vais chercher des revenus des deux sources. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, les sites de location de quai. Si jamais vous achetez un bungalow, une maison, et vous avez un quai, à ce moment-là, si vous avez le droit de louer votre quai, je vous fournis les sites sur lesquels vous pouvez annoncer votre quai. Ça peut aller, ça va chercher des revenus supplémentaires. Il y a même des maisons, mon voisin ici, c'est incroyable. Lui, il y a un bungalow, il est sur le coin d'une île, parce qu'ici, on est sur une île en passant. Et lui, il est sur le coin de l'île. Donc, il y a un quai d'à peu près 100 pieds d'un côté. Il y a un autre 100 pieds de l'autre côté. Et il y a 2 gros yachts
il y a deux énormes yachts. Je ne sais pas combien ils louent ça, mais il doit louer ça minimum à 2500 par quai, là, minimum, si ce n'est pas 3000 par quai. Donc, imaginez les revenus annuels, c'est complètement fou. Donc, Booking.com. Booking, j'hésite encore à aller sur Booking. Là. Je vais y retourner un peu je vais faire des tests. C'est que on a eu une histoire en septembre. On avait des locataires là, qui avaient vraiment fait n'importe quoi. Ils avaient amené un gros sound blaster près de la piscine, puis ils avaient fait de la musique jusqu'à 5 heures du matin. Et étant donné qu'on est sur le bord de l'eau, le bruit, la musique se répand plus facilement. Donc, ça avait dérangé les voisins. Ça m'a fait des problèmes, ça, cette histoire-là. Donc, j'hésite maintenant des fois à aller sur Booking parce que ça, tu te réserves comme en hôtel. Tu ne peux pas faire un petit screening avant sur le locataire. Donc, j'hésite encore. Je vais refaire des tests avec ça si on peut déterminer nous-mêmes par la suite si on prend le client ou pas. Donc, je vais aller voir ça. Nextdoor, c'est très intéressant. C'est comme un Facebook privé. Ce n'est pas sur Facebook. C'est une application et ça marche avec le code postal. Donc, le code postal de votre quartier. Comme ici, on est une communauté qui s'appelle Bermuda Riviera. Donc, sur Nextdoor, étant donné que je suis propriétaire d'une maison, j'ai accès à Bermuda Riviera, la section, et tout le monde se parle. Si jamais il y a quelqu'un, je ne sais pas, mais qui perd son chien, bien, il y a quelqu'un qui va dire hey, j'ai perdu mon chien. Puis là, il y en a un autre qui va dire oui, oui, j'ai vu ton chien passer. En tout cas, c'est des choses comme ça. Mais ça peut être intéressant pour si jamais, parce que là-dessus, il y a des gens qui s'annoncent femmes de ménage, entretien paysager. Donc, c'est très, très, très intéressant. Tous les gens du quartier se parlent, s'entraident. Vraiment très intéressant. Mes stratégies pour la location, j'en ai parlé un peu plus bas, c'est comme un hôtel, dans le sens que les prix plus bas la semaine et très élevés la fin de semaine. Je loue à du 3 jours minimum. Donc, je ne loue pas par nuit. C'est vraiment 3 jours minimum. Nous pensions le retirer, mais non, parce que c'est la vache à lait. Parce qu'il y a des maisons qui louent à la semaine seulement pour éviter les parties. 3 jours minimum, moi, je vous dirais que c'est correct. On a quand même une très bonne clientèle, étant donné nos prix quand même assez élevés. Donc, on est correct. Puis, il y a une grosse demande pour les 3 jours. Les longs week-ends, là, des vendredis, samedis, dimanches là, et des départs pour le lundi, c'est incroyable la demande. Les Américains aiment se regrouper pour Thanksgiving, Noël, Super Bowl, Memorial Day, Labor Day, les événements de Fort Lauderdale, étant donné que moi, je suis à Fort Lauderdale. Les événements très importants, c'est le boat show. Le boat show, là, c'est incroyable. Là. Cette semaine-là, moi, je booste mes prix, j'augmente mes prix. Spring break, même chose. Il y a une compétition mondiale de volleyball sur plage ici à Fort Lauderdale. Le boat parade, on est samedi. Donc, le boat parade, c'était hier. C'était hier soir ici à Fort Lauderdale. Ce soir, c'est... Non, c'est pas vrai. C'est ce soir à Fort Lauderdale, le boat parade. C'était hier à Pompano Beach. Tortuga Music Festival. Et en passant, le Boat Parade rapporte 30 millions. On a lu ça hier, 30 millions d'impact touristique sur la ville de Fort Lauderdale. Ce n'est quand même pas rien. Et puis, le Tortuga Music Festival, Food and Wine Festival. Donc, en plus de ça, c'est sûr que pour les gens qui ont déjà des chalets à louer, vous savez de quoi je parle, 600 $ de revenus de frais de ménage, c'est-à-dire que c'est les clients qui payent leurs frais de ménage. Mais des fois, les gens viennent, ils ne sont pas 12 ou ne sont pas 16 à la maison. Donc, à ce moment-là, la femme de ménage ne me charge pas 600 $. Donc, des fois, c'est un petit revenu supplémentaire. La nouvelle stratégie, c'est qu'on hausse nos prix de base plutôt que d'additionner des frais supplémentaires. Avant, on avait des frais supplémentaires pour le chauffage de piscine. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? En tout cas, mais on a tout enlevé ça et on reste avec uniquement le frais de ménage pour avoir moins de surprises. Dans ce temps-là, les gens, c'est comme nous, quand on va cliquer sur un hôtel et que ça dit 100 $ la nuit, puis là, à la fin, on arrive pour payer, puis là, finalement, c'est 170, mais on n'aime pas ça. Donc, c'est exactement le même principe. Je pense qu'il faut respecter les gens qu'on attire vers nous. Stratégie créative de financement. NatBank et Desjardins Bank.
une seule lecture de crédit. Donc, pour l'acquisition, normalement, quand vous faites une promesse d'achat, essayez 45 jours, 60 jours. J'ai rarement vu du 30 jours ces temps-ci parce que les banques demandent un 30 jours juste pour le financement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez une promesse d'achat, et puis avec la NatBank Desjardins Bank, bien, demandez tout de suite une marge de crédit et une carte de crédit. Donc, avec la même lecture de crédit, vous allez obtenir une marge de crédit et une carte de crédit qui va peut-être prendre entre 3 jours et peut-être 7 jours. Donc, vous allez déjà avoir du crédit de disponible qui, pourquoi pas, pourrait peut-être servir pour compléter l'argent nécessaire pour la transaction qui, elle, va être dans 45 ou 60 jours. Donc, c'est une façon, des fois, d'utiliser le crédit s'il nous en manque un peu et si on sait qu'on va être capable de rembourser. Donc, et ils utilisent l'Equifax canadien. Pas besoin d'être américain, pas besoin d'avoir la green card. Donc, c'est l'Equifax canadien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, ça n'apparaît pas. La lecture de crédit qu'ils vont faire, ça va paraître sur le dossier. Mais par la suite, votre hypothèque ou la marge de crédit ou le crédit US n'apparaîtra pas sur votre Equifax canadien. Donc, ça, c'est une belle stratégie. Je connais même des gens qui sont allés chercher du crédit aux États-Unis pour acheter des immeubles au Québec. Donc, d'utiliser les financements là, des deux côtés, c'est bien aussi. Et d'utiliser le gain de change. Utiliser le gain de change pour acheter un immeuble au Québec. J'ai déjà vu ça. Stratégie pour le dépôt. L'anecdote de Pompano Beach, hein, c'est ça. Mais je connais, j'ai une amie à moi qui a acheté un condo à Pompano Beach. Elle a reçu sa carte de crédit, sa marge de crédit à l'intérieur de 3 jours. Et je crois que son dépôt, il fallait qu'elle le fasse au 5e jour. Mais elle a utilisé sa marge de crédit pour faire son dépôt. Donc, ça a réduit sa mise de fonds. Donc, c'est une façon créative de financer son condo. Ici, c'est un tableau qui est très important. Bon, il se termine en 2018. Mais je peux vous dire une chose, ça marche encore aujourd'hui. Et ça, ce tableau-là, je vais le montrer à toutes les formations. Vous voyez, c'est à partir de 2008 jusqu'en 2018, on a les historiques de prix de vente. OK, dans l'année. Donc, le Q1, Q2, Q3, Q4, c'est les quarters, donc les trimestres. Donc, le Q1, c'est janvier, février, mars. Le Q2, avril, mai, juin. Q3, juillet, août, septembre. Et le Q4, c'est octobre, novembre, décembre. Si vous voyez un peu l'historique, ça nous dit que le dernier mois du 3e trimestre, qui est le mois de, j'étudie, octobre, novembre, décembre. Donc, septembre. Donc, septembre, là, c'est pas mal le mois où est-ce que les prix se négocient le plus bas dans l'année. Donc, septembre, octobre et novembre, c'est pas mal les prix les plus bas. Même le mois d'août aussi. Même le mois d'août. Donc, pourquoi? C'est simple. C'est que la population de la Floride diminue de presque de moitié. Donc là, on est en décembre. Il y a beaucoup de gens en décembre qui commencent à arriver. Moi, je le vois, là, quand j'ai fait des offres, il y a tout le temps. Je ne suis pas le seul qui fait des offres. Donc, il y a beaucoup de monde. Tandis qu'en septembre, en septembre, au mois d'août, beaucoup moins de chances d'avoir des surenchères, beaucoup moins de monde. Malgré qu'aujourd'hui, avec l'Internet et la demande avec la pandémie, peut-être que ça continue quand même, mais je vous le dis, les gens, c'est pas tout le monde qui achète sur Internet. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Donc, tableau intéressant. En 2014, j'avais acheté un condo à 100 000 qui s'appelait, on appelle ça un Section 8. Un Section 8, c'est, il y avait déjà une locataire dedans et le loyer était payé à 90 % par l'État de la Floride. Donc, un Section 8. Donc, c'est ça, un Section 8. C'est un peu comme l'Office d'habitation municipale de Montréal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'ai encore une locataire à la Chine que son loyer, c'est 90 % est payé ou 80 % est payé par cet organisme-là. Donc, c'est pour des personnes qui sont à revenus modiques. Et c'était quand même un condo qui était
à 13 minutes de la plage. Quand je le mettais sur le Google Maps, c'était à Deerfield. C'est un condo référé par un courtier, Chantal Martel, qui est décédé, qui travaillait beaucoup avec moi à l'époque, le coût 105 000. J'avais financé à 75 avec la Bank, un amortissement sur 30 ans. J'ai loué 1050 dans le temps. Là, je parle d'une location annuelle. Donc, puis par la suite, j'ai loué 1075, puis j'ai loué 1100 par mois. Mon erreur, c'était la mauvaise lecture du marché parce que le marché se louait à 1350 la dernière année. Donc, c'est incroyable. Des fois, le marché fait ça très rapidement. Donc, il faut toujours se mettre à jour sur les valeurs du marché. Faites pas la gaffe que j'ai faite. Donc, la leçon en rouge, avant de relouer, informez-vous du marché de location à chaque renouvellement. C'est très important. L'avantage, désavantage d'un Section 8. L'avantage, c'est sûr que c'est un revenu garanti par l'État de la Floride. C'est intéressant. Le désavantage qui m'est arrivé, et là, je vous le dis, je vous le raconte pour que vous ne fassiez pas la même erreur si vous tombez sur un condo Section 8, c'est que j'ai attendu au moins 6 mois avant d'être payé par l'État de la Floride là, pour le Section 8. La raison, c'est que mon ITIN number n'était pas arrivé. L'ITIN number, c'est un numéro fiscal pour le rapport d'impôt. Et moi, je l'ai demandé, j'avais attendu de closer avant de le demander. Alors que ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'on a une offre d'achat, il faut le demander. Il faut le demander tout de suite. Il ne faut pas attendre. Donc, moi, j'avais attendu. Et puis, c'est ça, ça peut attendre 6 mois avant d'arriver, ça. Donc, dès qu'on a une offre d'achat, on le demande. Et il faut peut-être prévoir un 2-3 mois. Si vous le faites le plus tôt possible, prévoir peut-être un 2-3 mois avant d'avoir des revenus de cet organisme-là. Une autre transaction que j'ai faite qui est intéressante, j'avais acheté un condo sur un encan sur le web. Et puis, c'est un condo à Miami, cette fois-ci, dans le North Miami. Et j'étais, où est-ce qu'il y a de la lumière en haut à droite, là? J'étais au 20e étage, sur le coin, vue panoramique, c'est incroyable. Et c'était une reprise de finances qui était sur un encan. Et là, je vous partage le site Internet, le ubzu.com. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, vous voyez la vue, c'est assez incroyable. Et on est capable de voir au bout, ce n'est pas une île, c'est dans le fond, c'est la presqu'île de Miami Beach. Donc, il faut savoir que Miami Beach, ce n'est pas la même chose, mais c'est tout près. On voit ici encore les photos du balcon et de la belle vue. Donc, c'était pratiquement un dance floor. Il n'y avait presque pas de division dans ce condo-là. C'est incroyable. En marbre partout. L'offre sur Ubzu, les bids étaient rendus à 175 000 et ça a monté jusqu'à 220 000. Donc, on a acheté le condo 220 000 US. Avec valet de parking, grosse piscine, 2 chambres. Ben, 2 chambres. On a fait une deuxième chambre et 2 salles de bain. Et ça, c'est après les rénovations. J'ai fait ça moi-même manuellement. Ça m'a fait du bien, ça, en mois de janvier. Ça a été dur, ce mois de janvier-là. Mais on a eu du plaisir. J'ai eu du plaisir à rénover ça avec mon partenaire Enrico Scardera. Ça a été une belle aventure. Et on a revendu le condo l'année d'après aux alentours de 355-360 000 US. Ça, c'est le soir. On voit encore les lumières au bout de Miami Beach. Dans le camp sur le web, Ubzu. Je vais vous en parler un petit peu. Je vous dirais que Ubzu, c'est sûr qu'étant donné que le marché est en feu, il y a beaucoup moins de reprises de finances. Il y a beaucoup moins d'actifs sur Ubzu qu'avant. Je suis quand même allé voir cette semaine. J'ai tapé plusieurs villes. Il n'y en avait pas. Ça disait que l'encan était terminé. J'ai marqué Floride. Donc, si vous y allez, marquez Florida. Là, vous allez voir qu'il y en a encore. Il y en a qui se terminaient. À Naples, il y en a une qui se terminait demain, je pense. Les petites maisons à 400 000. Donc, ça est encore d'actualité, mais il y en a de moins en moins. Et puis, ce qui est important avec ça, c'est quand vous allez sur Ubzu, c'est un encan. Donc, vous faites des bids, là, des offres qu'on dit. Et puis,
vous avez le temps. Tu sais, quand vous regardez, c'est quand ça se termine. Maintenant, ça se termine dans 3 jours. Bien, vous avez le temps d'aller faire votre analyse, d'aller voir c'est quoi la valeur du secteur, combien ça vaut cette maison-là. Donc, vous pouvez aller sur bcpa.net. bcpa.net, pour la côte Est, c'est un actif, c'est un site Internet où est-ce que vous mettez vos adresses et vous êtes capable de cliquer à droite, à gauche, à droite. Vous allez voir les voisins. Donc, vous êtes capable de voir les valeurs des voisins, valeurs municipales, combien ça s'est vendu. Vous avez beaucoup d'informations. Donc, c'est très intéressant pour pouvoir aller comparer et se donner des valeurs de comparables. Ça, c'était en janvier. Il y avait 146 000. Il restait 2 heures avant la fin de l'encan. C'était un condo à Boca-Raton, qui est un beau coin, très beau coin de la côte Est. Un condo avec, je m'excuse, ce n'était pas un condo, c'était une maison de ville, 3 chambres, 3 salles de bain. Et ça valait dans les 400. Regardez, je suis allé voir. Voilà. Allez, bonjour. Salut! Je suis curieux de savoir, tu parles beaucoup de ta lettre de préapprobation hypothécaire. Oui. Peux-tu y aller comme entreprise? Est-ce que c'est une possibilité? As-tu des difficultés face à ça si je ne veux pas y aller comme individu? Oh oui, absolument. La dernière Maison Blanche, on est en entreprise. L'entreprise 4 parasols. Donc, okay. Oui, absolument. Puis si tu y vas avec une entreprise fraîchement fondée, j'imagine que on va en discuter, j'imagine, dans la journée, là, une entreprise qui doit être aux États-Unis, quelque chose comme ça et tout. C'est une difficulté de pouvoir être capable d'avoir une lettre d'approbation hypothécaire qui vient avec ça? Ou, Parce qu'elle est fraîchement... c'est une compagnie qui est nouvellement formée. Exact. Nous, dans notre cas, c'était nouvellement formé aussi. OK. Donc, il n'y a aucun problème. Parfait, génial, merci. Ouais. Oui, Christophe? Oui, bonjour. Une petite question. Je sais évidemment qu'aujourd'hui, la formation est ciblée sur la Floride, mais les principes qu'on va couvrir dans la journée, est-ce qu'ils sont applicables aussi si on veut investir dans d'autres États comme au Vermont, dans le Maine? Est-ce que c'est les mêmes façons de fonctionner ou est-ce qu'il y a des différences importantes? Moi, je te dirais, je poserai la question tout à l'heure au fiscaliste. À Cédric, on va avoir un fiscaliste qui travaille beaucoup avec les États-Unis. Donc, je lui poserai la question à lui. D'accord. Surtout, oui. Frédéric. Salut, bonne présentation en passant. Moi, je vais déménager en Floride fin de l'été prochain pour ma maison personnelle, mais je veux acheter du locatif. Je veux déménager côte-ouest. Puis tu m'intéresses avec la côte Est pour la version locative. Est-ce que tu as acheté à différents endroits? Est-ce qu'il faut que tu sois physiquement présent toi-même ou est-ce que tu gères ta business de location à distance? Moi, je gère à distance parce que c'est sûr que j'ai une équipe de ménage qui est sur place. J'ai le gars de landscape, en français, on dit l'aménagement paysager, la tonte de gazon, la tonte des palmiers. J'ai également une compagnie, ça c'est facile, là, une compagnie d'entretien de piscine. C'est important parce qu'en location touristique, ça roule. Hein? Fait qu'ils viennent nettoyer la piscine 2-3 fois, des fois 3 fois par semaine. Donc, c'est important. Mais j'ai aussi quelqu'un que je paye 1 000 $ par mois, qui est disponible 24 heures sur 24 ici. Donc, à chaque fois qu'il y a une réparation, qu'il y a quelque chose, le frigidaire brise, hein, tout de suite, il vient le remplacer. Donc, ça me permet d'être opérationnel à 100%, même si je suis au Québec. Je voulais juste savoir, au niveau de la lettre d'approbation, est-ce que c'est de Montréal, évidemment, nos banques de Montréal qu'on doit avoir ça, ou c'est de la Floride? OK. Bien, c'est de la Floride. Tout à l'heure, on va avoir la NatBank, Desjardins Bank. C'est des communiqués. Tout le monde parle français. C'est des Québécois. C'est très facile. C'est très simple. Je vous dirais même que c'est plus facile de financer quelque chose en Floride qu'au Québec. OK, merci. Les critères sont plus faciles. Mais pour continuer avec ta question, si vous prouvez que vous avez l'argent nécessaire pour acheter tout
le condo, à ce moment-là, c'est auprès de votre banque au Québec. Parce qu'auprès de votre banque au Québec, pour avoir ce qu'ils disent, ben moi, Madame José a un solde de banque de tel montant, à ce moment-là, vous vous servez de cette lettre-là. OK, parfait. Merci. Ouais. Merci, José. On a Nida. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Félicitations, Nicolas, pour les achats. Merci. J'avais une question concernant les rénovations que tu avais faites, ces nouvelles rénovations. Puis je voulais savoir comment ça fonctionne quand tu veux faire de la rénovation, de la construction. Est-ce que c'est facile d'avoir de la main-d'œuvre? On le fait soi-même? Ça fonctionne, on fait affaire avec l'entrepreneur? Ben, moi, c'est sûr que moi, je fais ça l'hiver, là, puis je m'amuse. Donc, moi, je me suis occupé d'acheter les matériaux moi-même, de choisir les matériaux. Et j'avais 2 gars qui étaient ici, qui travaillaient. C'est des personnes, des travailleurs que j'ai trouvés moi-même ici. Oui, en Floride. Merci. On en prend une petite dernière avec Mathieu. Oui. Moi, ma petite question, en fait, moi, ici, je fais du Airbnb avec des chalets locatifs. C'est seulement certaines municipalités qui autorisent des locations court terme en bas de 30 jours au Québec. Okay. Est-ce que les municipalités en Floride, c'est le même principe? Donc, est-ce que toutes les municipalités acceptent les locations court terme? Et est-ce qu'il faut un permis de la ville pour effectuer tout ça? OK, je vais répondre à la première. Non, ce n'est pas toutes les villes qui autorisent. Boca Raton n'autorise pas la location court terme. Donc, et plusieurs autres. Là. Je ne sais pas toutes les villes, là, mais je peux vous dire là, que Boca Raton n'autorise pas ça. Mais il y en a qui le font pareil, mais ils pourraient se faire taper ses doigts. Donc, ça, c'est pour répondre à ta première question. Et puis, ta deuxième question, tu me disais, c'était quoi ta deuxième question? Ben, en fait, est-ce que ça prend comme ici au Québec, il faut le permis de la CITQ? Est-ce que là-bas, c'est un permis, même chose, il faut adhérer à quelque chose de la Floride là, pour autoriser la location? Là, la licence, c'est la licence touristique, ça marche avec la ville. Donc, chaque ville a sa licence touristique. Comme sur la côte ouest, Naples et Bonita Springs, c'est tout nouveau. Ils viennent de commencer ça, ils viennent de se réveiller. Donc, ils viennent de commencer ça. Il y a certaines villes, je pense que Fort Myers, on pourra demander à Joanne plus tard, Fort Myers n'a même pas encore régi la location touristique. Donc, c'est permis, mais à un moment donné, c'est sûr qu'ils vont se réveiller eux autres ici, puis ils vont exiger la licence touristique. Parfait. Merci. Ouais. Karim. Oui, j'ai 2 questions rapidement. Au fait, pour les banques ici, Desjardins, non, je parle de plus des banques ici. Admettons, pour avoir la lettre d'approbation, est-ce que ça va être la même chose que notre banque ou Desjardins au Québec ou en Floride? Nicolas, si tu permets, on va regarder les questions de financement pour les intervenants de financement de NatBank et Desjardins Bank, parce qu'on va être mieux placés. Même si tu as une certaine expérience, je pense qu'on va laisser ces questions-là pour eux autres, c'est bon? Je suis d'accord. Tout ce qui est financement, attendez les présentations des banques, puis par la suite, posez vos questions. Peut-être même que vous allez déjà avoir les réponses. C'est bon. C'est bon? Merci. Christophe? Oui, une petite question qui est peut-être niaiseuse, mais au début de la présentation, tu nous expliquais que la différence entre l'Est et l'Ouest, notamment, c'était qu'à l'Est, ça louait toute l'année, mais à l'Ouest, ça se louait seulement de novembre à avril. Ça, c'est pour des raisons de climat, c'est saisonnier, qu'est-ce qui justifie ça? Alors qu'il y a plus de monde, visiblement, et la démographie est plus élevée, donc comment ça se fait que ça louerait moins bien à l'Ouest qu'à l'Est? Une bonne question. On pourrait peut-être poser ça au courtier tout à l'heure. Le pourquoi du pourquoi. Peut-être les aéroports. Les aéroports, il y a plus d'aéroports sur la côte Est. Miami, Fort Lauderdale, West Palm, alors qu'il y en a sur la côte Ouest. Sur la côte Ouest, il y a seulement, de mémoire, Tampa, Fort Myers. Peut-être que c'est ça aussi. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais moi, ça ne veut pas dire que
moi, je cherche une maison à Naples. À Naples, moi, j'adore cette ville-là. Même si c'est sur la côte ouest, j'adore cette ville-là. Mais c'est sûr que je vais m'attendre à ne pas louer. Je vais essayer, là. Mais je m'attends pas. Je ne prendrai pas en considération que je vais avoir des revenus durant l'été. Ça, c'est certain. OK, merci. Merci, Christophe. François? Rapidement, Nicolas, est-ce qu'au niveau de la location Airbnb ou de tes locations en tant que telle, c'est toi qui s'occupe de tout à 100% ou est-ce que tu engages un agent de location? Puis comment tu t'organises pour gérer les besoins pendant les locations si jamais il en survient? Est-ce que c'est ton agent de location qui s'en occupe ou tu as quelqu'un qui t'a engagé sur place? Ou bien c'est que ça, toute cette dynamique-là, est-ce que c'est facile ou c'est difficile à implanter, je veux dire? C'est un peu la question. Okay. Bien, avant la pandémie, on avait un agent de location. Depuis que la pandémie a commencé, c'est moi qui s'en occupe. J'ai repris les règnes de tout ça avec ma petite annonce sur Airbnb, VRBO, et je m'en sors très bien. Maintenant, mes partenaires, ils veulent juste que ce soit moi qui s'en occupe. Donc c'est ça. Donc, à ce niveau-là, c'est assez facile. Je veux dire, c'est tellement user-friendly. C'est des beaux sites. Franchement, là, c'est vraiment bien fait. Donc, j'ai foncé là-dedans et j'étais allé prendre des petits cours en plus pour me former. Donc, maintenant, il existe des robots, des messages qui s'envoient automatiquement. Donc, c'est très bien fait. La gestion pendant tes Airbnb sont là et entre tes Airbnb pour aller vérifier qu'il n'y a rien de cassé ou que tout est bien, comme je t'ai dit, moi, j'ai quelqu'un que je paye 1 000 $ par mois qui, lui, s'occupe des check-in, check-out. Okay. Donc, il vient faire l'inspection après le check-out. Vérifie l'inventaire, les fourchettes, les verres à vin, les verres à bière, les assiettes, qu'il n'y a rien de cassé. C'est arrivé une fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, la laveuse était détruite. La laveuse, on l'a remplacée. Puis c'est lui qui l'a remplacée. Il m'a donné la facture. J'ai envoyé la facture sur Airbnb. À même son dépôt de sécurité, on m'a remboursé la facture. Donc, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui est sur place, ça, c'est certain. Mais Martin Rivard, c'est président de Rivard Assurance. Moi, j'utilise leur service depuis, je pense, depuis 2014. J'ai toujours été très satisfait. Donc, je laisse la parole à Martin. Bonjour. Puis, vraiment une belle présentation aujourd'hui, Nicolas, première classe. J'aime tout le temps ça, juste m'introduire un petit peu pour savoir avec qui vous allez faire affaire. Martin Rivard, je suis né à Shawinigan. Je suis un petit gars de Shawinigan. Vraiment, toute ma parenté vient de... Mes racines sont toutes de ce coin-là. Shawinigan, Trois-Rivières, Québec, Sainte-Foy, etc. J'ai déménagé ici en Floride quand j'avais 8 ans. C'est ça que j'expliquais à Yvan tantôt. On a communiqué ensemble ce matin, puis j'écris tout le temps en anglais. Malheureusement, j'ai gardé mon français. On a tout le temps parlé français à la maison, mais même là, une fois de temps en temps, c'est comique. Quand je parle à mes cousins, ils me disent tout t'es l'Américain qui est capable de parler français. Ils disent que je parle avec un accent américain. Que moi, je ne l'entends pas, en tout cas, mais déménager ici, j'avais 8 ans. Puis je me souviens de ça. C'était le 5 juillet, 2 jours après ma fête, ma date de naissance, ma fête. C'était le 5 juillet, il faisait 98 dehors. Puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, tabarouette, pépé, est-ce qu'on a déménagé en enfer? Il fait chaud ici. J'ai sorti du camion. C'est nous qui avions amené le camion. Comment on dit ça en français? Your moving truck en anglais. En tout cas, j'ai amené mon camion. Je sors du camion, fait 98 dehors. Je suis en train de transpirer. J'ai dit, ouais, ça se peut pas, on va vivre ici. Puis là, mais plus tard dans la vie, j'ai réalisé que c'est un petit peu paradis terrestre. Fait que tout le monde qui veut acheter une propriété ici, vraiment, vous faites bien. C'est une belle région. J'adore l'État. Puis, je discutais un petit peu avec Nicolas. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. La différence entre la côte Est et la côte Ouest, c'est vraiment, je pense, l'énergie. La côte ouest, c'est vraiment relax, c'est vraiment mellow, tout est tranquille, même la façon que le monde conduit, c'est tranquille, mais pas vite. La côte est, il y a beaucoup d'énergie, il y a des choses à faire, on est proche de tout.
vraiment ce matin, moi, j'étais à Miami. J'étais à Miami ce matin. J'ai revenu à la maison pour la présentation, mais entre Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Palm Beach Gardens, c'est vraiment, en tout cas, c'est incroyable. J'adore la région. Quand ça vient aux assurances, pour assurer, c'est vraiment facile. Mais qu'est-ce qu'il nous faut souvent? C'est juste un petit peu de temps. Moi, si j'aurais $1 pour chaque fois que quelqu'un m'appelle pour dire « Hey Martin, je viens juste de finir mon closing, j'ai une maison assurée tout de suite, peux-tu le faire? » Si la maison est construite 2002 ou après, beaucoup plus facile que si la maison est construite 2001 ou avant, que quand les maisons commencent à être un petit peu âgées, il y a des rapports d'inspection qu'il faut faire avant que la maison soit assurable. Que juste vous souvenir que si vous achetez quelque chose, quand vous allez faire un offre, communiquez avec nous. On va être capable de faire la recherche pour la maison pour voir c'est quoi l'année de construction, quelle sorte de rapport qu'il faut faire. Vos rapports de propriété, les property inspections que vous allez faire pour l'achat, sont différents que les rapports comme moi j'ai besoin. Les deux gros rapports ici en Floride, puis je ne veux pas être trop technique, je veux juste parler un petit peu général pour vous garder, pour que vous gardiez tout réveillé. Mais il y a deux rapports d'inspection. Il y a un rapport qui va contrôler le prix du dossier, puis l'autre rapport, ça contrôle si on est capable d'assurer la maison. La maison avec un défaut, un toit âgé, des choses comme ça, beaucoup plus difficile à assurer qu'une maison qui est flambant neuf ou récent. Quand ça vient aux assurances, je dirais, engagez avec nous le plus vite possible. La seconde qu'il y a un offre, commencez, comme appeler le bureau pour dire OK, je viens juste de faire un offre, on est pas mal certain que l'offre va être acceptée. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être capable d'assurer la maison? C'est vraiment ça. C'est juste communiquer avec nous pour qu'on soit capable de travailler pour vous. Comme on dit, c'est aidez-nous à vous aider. Puis pour faire ça, c'est attendre dernière minute. C'est jamais le fun. J'ai quelqu'un qui a attendu dernière minute. Il fallait absolument que la maison soit assurée pour pas qu'il perde la maison, pour pas perdre la maison. Puis les assureurs qui veulent assurer dernière minute sans rapport d'inspection, les prix sont fous. C'était une maison de 1,2 million. C'était pas une maison qui était énorme, mais 1,2 million avec aucun rapport d'inspection, bâti en 1978. Les prix d'assurance, c'était 24 000 pour le closing. La prime minimum, c'était 3 mois. Puis dans les 3 mois, les rapports d'inspection, on les a fait faire. Puis le prix avait baissé dans les environs de 8 000. Mais pour le closing, sinon, il allait perdre la maison. C'est ça qui arrive quand on attend dernière minute, surtout pour les assurances. Ça peut être un petit peu catastrophique à cause ça nous enlève la possibilité de bien marchander, de faire qu'est-ce qu'on fait pour trouver la meilleure compagnie pour assurer la maison. Que ça, c'est un petit peu du côté d'assurance. C'est la seconde que vous le savez, que vous connaissez quelle maison que vous allez acheter, communiquez avec nous. La propriété peut être située n'importe où dans l'État de la Floride. On est capable d'assurer, il n'y a absolument aucun problème. Si c'est une grosse maison, il y avait quelqu'un tantôt qui avait demandé une question. J'ai des clients qui ont des maisons à Maine, Vermont, des choses comme ça. Quand c'est un gros portefeuille de propriété, on est même capable d'assurer dans ces États-là aussi. Il n'y a aucun problème. Une des choses qui est le fun à propos de... Oui. Excuse-moi, Martin, je te coupe. J'ai une petite question de Phi, mais j'avais deux petites questions avant de passer à lui. Peux-tu nous parler des ouragans puis des inondations ou des zones qui sont plus touchées, mettons? Oui, c'est un bon point. Les inondations, c'est quand le niveau de l'eau augmente à l'extérieur de la maison jusqu'à temps que le niveau
rentre dans la maison, qu'il faut vraiment que le territoire autour de la maison soit inondé. Puis vous ouvrez la porte d'en avant, vous avez une vague qui rentre dans la maison, bien ça, c'est une inondation. Souvent, le monde va me dire, j'ai été inondé, j'ai un tuyau qui a brisé. Non, ça, c'est pas une inondation, c'est un bris d'eau. J'ai été inondé, l'ouragan a démoli mon toit, puis j'ai 3 pieds d'eau dans la maison. Encore là, tu n'as pas été inondé, tu as été endommagé par le vent. Que les inondations, c'est vraiment quand que le niveau de l'eau augmente. Le gouvernement fédéral vient juste de changer les zones d'inondation à travers l'État au complet. Qu'est-ce qui est important avec les inondations, c'est tout le temps le niveau de la maison comparé au territoire autour de la maison pour savoir si l'eau a une tendance de venir vers la maison ou aller vers la rue. Les ouragans, pour moi, c'est une inquiétude qui est tout le temps énorme. J'ai passé à travers une coupe d'ouragans qui était catastrophique, puis on était chanceux, l'ouragan nous a manqué. On est capable d'assurer inclus ouragan ou exclus ouragan. Ça devient une décision personnelle. Pour moi, personnellement, ma maison serait tout le temps assurée inclus ouragan, mais il y a j'ai des clients qui vont dire non, les ouragans ne m'inquiètent pas. C'est quoi les chances que ma maison soit démolie par ça? Je vais me sauver de l'argent, je vais exclure les ouragans. Ça devient un petit peu une décision personnelle, mais définitivement, quand on exclut les ouragans, les primes d'assurance vont couper en 2 minimum. Il y a des grosses aubaines. Puis c'est la même chose avec des condos. Un condo assuré inclus ouragan, un condo assuré exclu ouragan, à peu près demi-prix ou plus. Ça, c'est les ouragans. Définitivement une inquiétude. On ne sait jamais quand est-ce que la prochaine va frapper. Moi, je me dis, ça ne me fait rien si elle frappe. En tant que je suis bien assuré, l'ouragan ne m'inquiète pas. Puis vous êtes chanceux. La plupart du temps, quand l'ouragan va frapper, vous allez tout être au Canada en train de la regarder à la télévision. Puis qu'est-ce que je dis? Oui. Oui, Yvan? Continue, je vais poser ma question. J'allais dire, quand ça vient aux ouragans, puis la façon qu'on assure, souvent, les clients veulent tout le temps un petit peu. On le sait que les primes d'assurance aux États-Unis sont beaucoup plus dispendieuses que les primes d'assurance au Canada. Croyez-moi, si j'aurais $1 pour chaque fois qu'un Canadien me dit assurer ma maison d'1 million au Canada, ça me coûte 1 000 par année, puis ici, ça me coûte 8 000. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est oui, vous avez absolument raison, mais les inquiétudes sont différentes ici en Floride. On a des inquiétudes d'ouragan que vous n'avez pas, qui augmentent vraiment les primes en conséquence. Les poursuites ici, c'est absolument une niaiserie. On dirait que la seconde que quelqu'un se blesse, il pense qu'on frappait la loto. C'est comme si on vit dans un pays où que tout le monde pense que c'est tout le temps la faute à quelqu'un d'autre, puis il devrait être payé. Que si vous avez une maison à location, puis quelqu'un se blesse dans la maison, il peut avoir une poursuite. Vous êtes en train de conduire votre véhicule, vous frappez quelqu'un, il peut avoir une poursuite. La mentalité de poursuite, c'est incroyable. Moi, les niaiseries que je vois souvent quand quand ça passe à travers mon bureau, je me dis, je ne peux pas croire que quelqu'un est en train de poursuivre pour... Puis c'est tout le temps la même chose. Ils vont poursuivre pour 100 000 pour récupérer 5 000, puis tout le monde est content. En tout cas, c'est la niaiserie, la folie de poursuite en Floride, souvent. Mais une bonne question. Oui, Nicolas? Question pour toi. Le rapport d'inspection que tu parles, le rapport pour l'assurance, c'est à quel moment qu'on devrait le faire? Moi, je dirais la seconde que l'offre est faite, vous m'appelez pour dire si ça devient sérieux. Puis je sais que j'ai des clients qui ont
150 maisons de location. C'est la seconde que la maison est achetée, la seconde que l'offre est faite, il va m'appeler, pas pour l'assurer immédiatement, juste pour dire, OK, Martin, peux-tu juste regarder ça? J'ai besoin de quoi au juste? Puis si l'offre est acceptée bientôt, dans les X nombre de jours, c'est quoi ma responsabilité environ la maison pour être capable de l'assurer? Les rapports qu'il nous faut, c'est il y a un rapport en Floride appelé un 4 points, 4 points. Le rapport regarde le toit, l'air climatisé, la plomberie et le panneau électrique. S'il y a un défaut sur un des 4 points, la maison n'est pas assurable. Le rapport de 4 points, c'est le rapport qui est vraiment important pour assurer une maison. C'est vraiment ça qui nous donne le pouvoir de soit assurer la maison ou pas être capable de l'assurer. Les rapports de 4 points sont nécessaires pour une maison de 20 ans ou plus. Que la seconde que la maison commence à... Puis les assureurs commencent à... Avant ça, c'était une maison de 50 ans. Ils l'ont bougé à 30 ans. Là, on est rendu à 20. Puis je ne suis pas mal sûr que bientôt, ils vont dire 15 ans. Pour voir s'il y a des défauts avec la maison. Ils ne veulent pas assurer quelque chose. Ils ne veulent pas assurer une maison sur laquelle il peut y avoir une réclamation la journée que le closing est fini. L'autre rapport d'inspection, c'est le rapport qui contrôle les rabais dans le dossier. Les assureurs américains donnent des gros rabais quand la maison est construite d'une certaine façon. La façon que le toit est ancré, l'épaisseur des clous qui sont utilisés pour ancrer le toit, la façon que le toit la façon que le toit est ancré au mur pour pas que le toit se lève quand il y a des gros vents, des choses comme ça. Mais le rapport vraiment important... Ça, c'est un deuxième rapport? C'est un deuxième rapport? Un deuxième rapport. Ce n'est pas des rapports qui coûtent des fortunes. La plus grosse compagnie dans l'État de la Floride qui fait ces rapports-là, c'est Don Myler. Don Myler Inspection. Il a créé le rapport pour le département d'assurance. Ces rapports sont tout le temps... Il y a beaucoup de gens qui font ces rapports-là, mais souvent, si ces gens-là n'ont pas fait beaucoup, les rapports qu'ils vont créer sont pas 100% parfaits. Les photos nécessaires pour le rapport ne sont pas là. Moi, je dirais, si vous allez faire les rapports, utilisez quelqu'un c'est juste ça qu'ils font. Don Myler, je n'ai jamais eu un problème avec un de ses rapports. Puis quand tu fais les deux rapports ensemble, les frais ne sont pas chers. Je pense que c'est 150 ou 175 $ pour les deux rapports. Le certificat d'élévation, ça, c'est un autre rapport. Puis on est capable de vous aviser, oui, vous avez besoin de ce rapport-là ou non, vous n'avez pas besoin du rapport, juste avec l'adresse quand vous nous appelez. Les deux rapports importants, c'est le 4 points puis le Windstorm Mitigation Inspection. Puis l'inondation, ça devient... des fois, c'est requis par l'hypothèque, on ne le sait jamais, mais c'est un rapport qui n'est pas tout le temps nécessaire. Une bonne question. On a une question ici pour Yvan. Yvan Oui. Léon. Oui, bonjour. La question est pour Martin. C'est juste pour avoir une idée. Moi, là, je pense en 2005, il y avait eu un ouragan, une tornade à Fort Lauderdale. Mon père avait un condo et puis je ne me souviens même pas s'il était assuré ou pas, mais qu'est-ce que je me souviens, c'est que ça a pris comme des années avant que le condo soit réparé. Alors, la question générale, c'est juste, dans un cas concret, quelqu'un est full assuré pour un condo, il y a un ouragan ou une tornade. Qu'est-ce qui arrive concrètement avec le condo? Est-ce que la personne elle va être remboursée à 100% pour la valeur du condo? Est-ce qu'elle va être payée pour louer un autre condo pendant les années que ça pourrait prendre pour rénover, mettre à neuf le condo? C'est quoi qui se passe dans un cas concret, disons, de réclamation ou d'un tornade ouragan, quelque chose comme ça? Une vraiment bonne question. Moi l'erreur que je vois le plus souvent, c'est surtout dans les dossiers d'assurance condominium comparé aux dossiers d'assurance maison. Pour une raison ou une autre, on dirait que les propriétaires ne réalisent pas à quel point que c'est dispendieux rebâtir un condo. Puis quand on dit, puis croyez-moi, j'assure,
on a assuré 5 condos qui ont été démolis au complet à Surfside, que 5 de ces propriétaires-là, j'ai été chanceux, tous mes propriétaires étaient à l'extérieur du condo quand c'est arrivé, mais je dirais que la plupart du temps, quand on assure un condo, tout le monde veut sous-assurer le condo. Puis leur mentalité, c'est un petit peu, ben si jamais il y a quelque chose qui brise, c'est moi qui vais le réparer. Mais s'il y a une grosse catastrophe, pour être capable de démolir le condo, enlever les dégâts, rebâtir un condo, contracteur général, électricien, plombier, etc., vous allez payer facilement 100 $ le pied carré. Dans un condo situé dans un high-rise, c'est encore plus difficile. Puis vous avez raison, Yvan. Moi, il y a des condos qui n'étaient pas des pertes totales. Puis quand l'ouragan a frappé, ça a endommagé une grosse partie de la bâtisse. Il y avait tellement de main-d'œuvre à faire dans la bâtisse que mon client ne pouvait pas réparer son condo. Il ne pouvait pas trouver un contracteur. Puis la petite perte de 20 000 est devenue une perte de 104 000 à cause le condo restait là, abandonné. Il ne pouvait pas vivre dedans avec plein de moisissures de mold and fungus. Il y avait une réclamation de moisissure. C'était vraiment une perte catastrophique. Les contrats d'assurance vont avoir un certain pourcentage dans le dossier, puis ça dépend à quel niveau que le condo est assuré. Mais si on assure un condo pour 100 000, souvent, il va avoir une perte de loyer de 10 000 ou 20 000. La plupart du temps, c'est soit 10 de la valeur assurée ou 20 de la valeur assurée. Le truc avec ça, c'est qu'il faut, s'il y a une catastrophe, s'il y a un péril qui endommage la résidence, puis le condo ne peut pas être loué, c'est là que le dossier va payer pour la perte de location. Ça, c'est tout compris dans un dossier d'assurance condominium. Vos responsabilités en condominium, juste pour parler général, bien vite, c'est il faut assurer ici dans l'État de la Floride absolument n'importe quoi qui est attaché permanent au JPROC non fini, le plancher à terre non fini, puis le plafond non fini. Ça veut dire la peinture au mur, les moulures de bois, les armoires, les comptoirs, les tapis, bains, douches, champlures, robinets. Vraiment, tout ce que vous voyez, c'est votre responsabilité à rebâtir. On a assuré des condos à Surfside pour 150 000 à l'intérieur. Puis même dans le temps, on pensait que 150, c'était des bonnes limites. Mais je pense que la vraie limite, c'était 200, 250. Mais il y a une prime associée avec ça. C'est ça le problème. C'est souvent, surtout en condo, les clients vont dire en autant que le premier 150 est assuré, je vais m'occuper avec le restant. C'est ça qui arrive. Puis le plus petit le condo, le moins que le monde veut l'assurer. Comme j'ai un condo que Nicolas, comme un condo comme ça avant, des condos que quelqu'un achète pour 100 000, souvent les clients voulaient assurer l'intérieur pour 20 000. Ils disent en autant que le premier 20 000, qu'est-ce qui peut arriver dans ça? Mais tabarouette que ça va vite. Surtout un dégât d'eau. J'ai des réclamations de dégâts d'eau en moyenne, 25 à 30 000 pour un petit dégât d'eau. Que les contracteurs en Floride, bonne chance dans la vie en trouver un qui veut travailler pour un bon prix. Puis après un ouragan, c'est impossible. La première chose qui arrive après un ouragan, c'est tous les contracteurs qui habitent en Georgie, Alabama, les Carolines, ils prennent tout l'avion pour venir travailler ici à cause il y a tellement d'argent dans le marché pour réparer ce qui a été endommagé qu'il n'y a aucun marchandage. C'est la même chose avec vos locations. Le week-end, les prix augmentent de 40 50 parce qu'il y a une demande. Le contracteur, après un ouragan, ne va pas vous donner un aubaine. La job pour rénover une cuisine, normalement, pourrait coûter 30-40 000. Là, tout d'un coup, ça vaut 80. Puis si tu dis non, je ne veux pas la rénover pour ce prix-là, le contracteur va aller travailler pour quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, quand on assure, il faut prendre ça un petit peu en conséquence. Juste dire, OK, je veux-tu m'assurer, je veux-tu vraiment me protéger pour un petit peu plus juste en cas?
juste en cas que quelque chose arrive. Mais c'est vraiment ça. C'est ça un petit peu notre job. Quand on discute vos coordonnées, votre résidence, que ce soit un condo, une maison, c'est juste le discuter ensemble pour savoir c'est quoi vos inquiétudes, quelle partie de l'inquiétude est-ce qu'on veut assurer? Voulez-vous aucune inquiétude, puis le dossier a des bonnes limites d'assurance en vigueur? Voulez-vous mettre un petit peu d'inquiétude sur vos épaules, puis on est capable de diminuer les couvertures un petit peu? Mais c'est vraiment ça, assurer. C'est juste discuter pour être certain qu'on est tous sur la même page environ vos responsabilités pour assurer la propriété. Pour assurer des maisons de location, souvent, on va mettre des dossiers de responsabilité civile supplémentaire en vigueur pour protéger 1 million par-dessus la limite de base. Soyez pas surpris en Floride quand vous voyez des limites de 100 000 ou 300 000 en responsabilité civile. Pour les gens ici, ça, c'est normal. Définitivement, une maison de location, je mettrais un dossier de responsabilité civile supplémentaire en vigueur. Ça ne coûte pas cher, mais c'est quelque chose que souvent le monde ne fait pas. Puis comme que je dis, il n'y a jamais un problème jusqu'à temps qu'il y ait un problème qui arrive. Puis quand ça arrive, on veut être certain que le dossier est là pour bien vous protéger. Quand ça vient au niveau d'assurance, vraiment, c'est aussi facile que ça. Oui, une question? Martin, il y a une question pour Loïc. Loïc, je te demanderais d'ouvrir la caméra, s'il te plaît. Si tu en as une, OK. Oui, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on vous entend. Est-ce que tu peux rouvrir ta caméra? Oui, parfait, on te voit. On t'entend. Excusez-moi, bonjour tout le monde. La question, c'est pour Martin. Nous, on fait du chalet locatif au Québec. Et en fait, on a un produit d'assurance qui est vraiment spécialisé pour le locatif. Et en fait, on a des options comme la couverture de perte de revenus. Donc, exemple, si il y a le temps KO qui brise et qu'on ne peut pas assurer des locations, ben, on va être couvert pour un certain montant de revenus, donc 80 000, 100 000, c'est à nous de décider. Est-ce qu'il y a des produits d'assurance similaires en Floride, ou si par exemple, je veux assurer ma maison pour 100 000 $ de revenus, pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai des locations que je ne peux pas assurer, donc je perds ces locations-là. Est-ce que l'assurance va couvrir cette perte ou non, ça ne se fait pas trop? Il y a certains produits qui vont protéger ou qu'on est capable de piger à quel point qu'on veut assurer la perte de revenus. Les produits avec lesquels on peut faire ça, c'est vraiment les produits pour les maisons qui vont être avec des valeurs plus élevées. Un produit qui assure une maison ou si on assure un regroupement de propriétés. Si j'ai un dossier qui protège 20 propriétés, on est capable de jouer avec les couvertures. La plupart du temps, la plupart des propriétaires, le produit qu'on va utiliser, la limite pour les pertes de revenus est déjà établie dans le dossier. C'est tout un chiffre, soit 10 ou 20 de la valeur assurée. Une fois de temps en temps, on va voir du 40 ça dépend vraiment avec quelle compagnie qu'on assure, puis c'est quoi la limite. Mais cette limite-là est établie avec le département d'assurance. Quand que l'assureur a créé leur produit, ils sont obligés de donner l'information du produit au département d'assurance. Le département va l'approuver. Ils ne sont pas capables de changer leur produit après ça. Mais je dirais la plupart du temps, non, la limite, on ne peut pas jouer avec. C'est déjà établi par le contrat. Puis ce n'est pas des limites qui sont énormes. C'est jamais des limites de 100 000. C'est tout le temps 10, 20, 30, 40, des petites limites comme ça. Puis le truc aussi, c'est qu'il faut que ça soit une perte qui est protégée par le dossier. Il faut qu'il y ait une perte protégée par le dossier pour que le produit paye. Que si jamais j'assure une maison exclue ouragan, il y a un ouragan qui vient, endommage la maison, les pertes de revenus ne vont pas payer parce que le péril qui a endommagé la résidence n'est pas couvert par le dossier. C'est une très bonne question. En général, d'autres questions à laquelle je peux répondre? Oui. Il y a Unida qui a levé la main depuis un instant.
Bonjour Martin. Bonjour. Ma question est bon, quand vous faites des rénovations, est-ce que ça prend permis de construction de la ville quelque part ou c'est l'assurance qui s'en occupe, c'est le propriétaire ou comment ça fonctionne? Une vraiment bonne question. Absolument, ma réponse à tout le monde, tout le temps, c'est utiliser tout le temps quelqu'un qui est licencié et assuré, puis vous demandez tout le temps la preuve avant que les travaux commencent. Ici, dans l'État de la Floride, si jamais vous engagez quelqu'un pour travailler chez vous, puis ça peut être n'importe quoi. J'ai déjà eu, moi, je vois tellement de réclamations, ça n'a pas de bon sens. J'ai déjà eu en tout cas, la propriétaire d'une résidence a engagé un jeune pour peinturer. Puis on se dit, ben, tu engages un jeune qui est ici pour l'été, de l'école, des choses comme ça. Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, il était sur une échelle, l'échelle a tombé, puis boum, il n'a pas pu aller, il était obligé d'avoir de la chirurgie sur sa hanche. Le jeune avait 19, il jouait au football. En tout cas, les poursuites commencent. Puis, dans l'État de la Floride, si tu engages quelqu'un pour faire des travaux, puis tu sais que la personne n'est pas assurée, ça devient ta responsabilité pour qu'est-ce qui arrive. Ton dossier d'assurance ne protège pas si tu fais quelque chose en exprès, en le savant. La seule façon que tu es protégé, c'est si vraiment tu engages quelqu'un licencié et assuré, il vous donne une preuve. Là, si quelqu'un se blesse chez vous, ça ne devient pas votre responsabilité. Puis il n'y a jamais un problème jusqu'à temps qu'un problème arrive. Puis là, tout d'un coup, ça devient catastrophique. J'ai un de mes clients qui m'a appelé juste ce week-end. Il dit, Martin, j'ai un problème. Est-ce qu'il y a une façon que je suis capable de découvrir qui assure un contracteur? J'ai dit, ça, c'est jamais une bonne question. J'ai dit non. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, ben, j'ai engagé un gars pour faire du pressure cleaning. La compagnie, c'était supposé être une compagnie avec une bonne réputation. Ils ont utilisé le mauvais produit. Puis, lui, c'est une maison de 8 millions sur l'eau. Puis, sur tout le bois, il a utilisé un produit de bleach. Bleach en français, c'est quoi? Si quelqu'un peut m'aider. Bleach. Un javelisant. OK, exactement. L'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est ça. L'eau de Javel sur tout son bois, puis là, je suis en train de voir les taches. Là, en tout cas, puis c'est tout du beau entre mahogany puis teak. En tout cas, le bois, ça fait une job pour être capable de sabler tout ça, refaire le staining, puis le contracteur, il ne peut plus le trouver. Il ne peut plus trouver le contracteur dit « Ah oui, inquiète-toi pas, j'ai avisé mon assureur, mais il ne veut pas donner une preuve qu'il a avisé son assureur. » L'échantillon qui n'est pas assuré, premièrement, puis je pense que ça va être des dégâts d'à peu près 100 000 $. Puis ce n'est pas quelque chose qui est protégé par un dossier d'assurance parce que les dommages ont été créés par quelqu'un qui devrait être assuré. C'est pas... vous voulez être certain, absolument certain, avant que quoi que ce soit arrive, que la personne qui travaille chez vous vous donne une preuve d'assurance responsabilité civile. Puis si quelqu'un amène des employés, vous voulez voir une preuve de workers' compensation. Workers' compensation, c'est un produit qui protège les employés si jamais sont blessés quand ils travaillent. Moi, preuve d'assurance, ça, c'est une bonne question. Surtout, tous les gens ici, vous allez acheter des maisons que les chansons, il y a des rénovations à faire, il y a des que ça soit peinturé ou déménager quelque chose, juste pour bien vous protéger, vous demandez une preuve avant que le problème arrive. Malheureusement, mon client, qui est mon ami personnel, il a un problème sur ses épaules à cause, il ne peut pas trouver, il n'est pas capable de faire une réclamation, puis il n'y a aucune façon que moi, je suis capable de découvrir à quelle compagnie qui assure un autre contracteur, ou même si le contracteur est assuré. Mais une très bonne question. On va y aller avec une dernière question. Dominique? Salut, Nicolas. Salut, ça va? Oui, toi? Oui. Salut, Martin. Hey, bonjour.
J'aurais deux questions. Je ne sais pas s'il existe des cartes, des zonages où c'est la ville. Il faut consulter le site de la ville pour genre les risques d'ouragan ou d'inondation. Tu sais, comme on a au Québec, là, le pourcentage de zones inondables ou quelque chose comme ça. Là. Pour la zone, la vieille façon, une bonne question, la vieille façon de penser, c'est vraiment quand que l'ouragan Andrew a frappé, comme vraiment l'ouragan qui a changé l'état de la Floride pour vraiment, c'est incroyable. Mais la vieille façon de penser, c'est le plus au sud qu'on est, le plus à risque qu'on est contre les ouragans, le plus au nord, le moins à risque qu'on est contre les ouragans, le plus proche de l'eau qu'on est, le plus qu'on est le plus qu'on est à risque contre les ouragans, le plus loin de l'océan qu'on est, le moins qu'on est à risque. Avec tous les ouragans qu'on a eus à travers des années, je pense que la mentalité des assureurs a changé. Les assureurs dans l'État de la Floride, ils disent tout, ça ne nous fait rien où tu es situé. Si tu es au Florida Keys ou à Tallahassee, il y a des ouragans qui ont frappé. L'inquiétude est là. Que la zone de l'État de la Floride, c'est une zone d'ouragan. C'est juste si l'ouragan va frapper. Mais il y a une année où il y a quatre ouragans qui ont frappé l'État. Il y en a une qui a coupé l'État en deux. Elle a frappé la côte ouest, puis elle est revenue, puis elle a frappé la côte est après ça. C'était vraiment incroyable. Moi, je dirais l'inquiétude d'ouragan, c'est à travers de l'État. Il n'y a vraiment aucune région qui est moins à risque qu'une autre région. Je dirais, s'il y a une région moins à risque, il faudrait que ça soit comme au nord de l'État de la Floride, puis central, direct au milieu. Mais encore là, si ça serait ma maison, je l'assurais contre un ouragan. Ouais. Quand ça vient aux inondations, il n'y a jamais un problème jusqu'à temps que l'ouragan arrive. Avec the Army Corps of Engineers, je ne sais pas c'est quoi en français, Army Corps of Engineers, mais après l'ouragan Katrina, ils ont dit si Katrina aurait été par-dessus, aurait frappé l'État de la Floride au lieu de frapper New Orleans, puis si elle aurait comme le problème avec Katrina, c'est qu'elle a juste resté là, puis il y avait de la pluie, ça ne l'arrêtait pas. Si ça l'aurait frappé sur la côte ouest, puis l'ouragan aurait été par-dessus le lac Okeechobee, ils disent que tout au sud du lac Okeechobee serait inondé par 3 à 4 pouces d'eau, tout l'État au complet. C'est le niveau d'eau qu'il y avait avec cet ouragan-là. On ne le sait jamais. Moi, je dirais, avec les inondations, là, je dirais, oui, vous avez raison. Le plus proche qu'on est de l'eau, le plus que vous êtes à risque. Le plus loin qu'on est, le moins que vous êtes à risque. Y a-t-il un barème? Y a-t-il un barème un peu qui est plus risqué, fait que là, ça coûte plus cher ou ça n'a pas rapport, puis c'est tout pareil? Oui, le gouvernement fédéral vient juste de changer les maps, les Federal Flood Maps, puis c'est vraiment un petit peu compliqué la façon qu'ils ont fait ça, mais avec les nouvelles maps, puis je suis certain que si vous allez sur FEMA.gov, qu'on est capable de mettre une adresse, puis vous allez le voir, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont créé des primes d'assurance qui sont plus chères si vous êtes proche de l'eau, puis moins chères si vous êtes loin de l'eau. Mais les prix ont vraiment changé dans ces produits-là parce que le gouvernement fédéral perd des milliards à chaque année avec les inondations. Avant, je dirais comme l'année passée, j'aurais pu assurer une maison pour 250 000 d'inondations, une prime de 400 $. Puis aujourd'hui, je suis en train de voir des primes de 800, 900, 1 000 $. Que les prix pour les inondations ont vraiment, vraiment changé. Une très bonne question. Okay. Après ça, on doit enchaîner avec le prochain conférencier. Okay. Dominique, tu avais une autre question pour Martin? Oui, mais c'est juste pour les rapports d'inspection. Depuis l'événement de Surfside, de l'édifice qui s'est effondré, est-ce qu'il y a eu un changement là-dessus? Ils ont-tu changé leur façon d'inspecter les bâtiments? Les assureurs, pour assurer l'association au complet,
pour vous individuellement, les inquiétudes n'ont pas vraiment changé. Les grosses inquiétudes, c'est vraiment environ le board, puis les rapports qui sont nécessaires pour que je sois capable d'assurer l'ensemble au complet, le dossier commercial. Pour un propriétaire individuel, ça n'a pas vraiment changé, mais il y a des gros changements environ les dossiers commerciaux pour l'association elle-même. OK. Bon, ben, pour terminer, Martin, on peut te rejoindre, dans le fond, Rivard Assurance sur Google. Je pense que c'est la façon la plus simple, à moins que tu veux donner ton courriel ou le. Ouais, pas de problème. Si jamais, c'est pour votre groupe, pour tout le monde dans le groupe, vous pouvez tout le temps m'envoyer des courriers électroniques à moi personnellement, il n'y a aucun problème. Ça va vous sauver un petit peu de temps de passer à travers de mon système informatique téléphone. Mais mon adresse email personnelle, c'est la première lettre de mon nom, M. Mon nom de famille, Rivard, tout ensemble, M. Rivard, A commercial, Rivard Insurance. Le mot insurance, c'est INSURANCE.net, N-E-T. Que c'est M. Rivard, A commercial, RivardInsurance.net. Vraiment, n'importe quelle question, juste en général, même si ce n'est pas pour assurer un dossier, mais vous avez besoin d'un renseignement de quelque chose. J'ai vraiment souvent des bonnes ressources pour différentes choses. Ça peut être un contracteur que je connais peut-être dans une région, des compagnies d'inspection, des choses comme ça. Mais si vous avez des questions en général, absolument, donnez-moi un coup de téléphone. Ou envoyez-moi je vais corriger ça. La meilleure façon de me rejoindre, c'est je suis tout le temps au téléphone. La meilleure façon de me rejoindre, c'est que vous m'envoyez un petit email qui dit « Hey Martin, j'ai une question, rappelle-moi, donnez-moi votre numéro de téléphone, puis je vais vous rappeler. » C'est la façon la plus facile de me rejoindre. Bon, mais génial. Écoute, c'est très, très gentil à toi d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Très belle présentation. Ça me fait plaisir. Puis vraiment, félicitations, Nicolas, et puis Yvan, à chaque année, votre présentation, la réunion, c'est tellement le fun. C'est vraiment de l'information incroyable. Même moi, j'apprends à chaque fois que je t'écoute. Félicitations. Ton succès est vraiment incroyable. Puis ça me fait plaisir de vous aider personnellement et aider n'importe quel de vos partners. Bon, ben merci, Martin. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée. Salut bien, bonne journée. Bon, alors tout le monde, on va enchaîner avec Patrick, un témoignage d'investisseur. Patrick a acheté dernièrement un condo. Mais raconte-nous le condo que tu nous avais parlé à la dernière formation. J'ai acheté d'autres parcs immobiliers au Québec, mais je n'ai pas acheté d'autres condos en Floride. C'est sûr que je n'aurais acheté d'autres. Tu sais, moi, l'expérience que j'ai acheté en 2019 un 3,5 à Lauderhill. J'ai acheté dans un 55 ans et plus. Pourquoi j'ai acheté dans un 55 ans et plus? Parce que quand on est en dehors de ces communautés-là, les prix ne sont pas les mêmes. Fait que moi, je voulais vraiment avoir un pied à terre en Floride, pas cher, dans une communauté qui a des services, qui a des piscines autour. Fait que les communautés de 55 et plus, 55 ans et plus le permettaient. Est-ce que tu as 55 ans? Non, je n'ai pas 55 ans. Comment est-ce qu'on fait pour détourner ça? C'est que moi, j'ai mis le nom de ma mère sur le contrat. Fait qu'en mettant le nom de ma mère sur le contrat d'achat, ça peut permettre de rentrer dans la communauté. Il faut savoir que les communautés, avant de nous accepter, là, ils nous passent au peigne fin. Ce n'est pas n'importe qui peut rentrer là. Ça prend des salaires, ça prend une bonne carte de crédit. Ils font une vérification vraiment ils font une vérification 360 parce qu'ils veulent s'assurer que ce n'est pas n'importe qui rentre là. On s'entend, c'est des places hyper tranquilles, c'est surveillé, c'est sécurisé, les gardiens de nuit. Ils font vraiment un travail de 360 degrés. Mais je n'ai pas 55 ans. Le bémol que ça amène, c'est que même si je suis propriétaire, je suis limité sur mon nombre de temps que je peux passer au condo en Floride. Je suis limité à 30 jours par année. Et 30 jours par année. À cause de l'âge? À cause de l'âge, oui.
30 jours par année. Fait que, mais tu sais, comment est-ce qu'on fait pour détourner ça? On y va. Moi, je vais en Floride, je vais y aller l'hiver. Fait que je vais y aller 30 jours en décembre, mettons 2021. Puis là, je pourrais rester l'autre 30 jours en 2022. Ça va me faire 60 jours back-à-back. Pour moi, ça fait pareil au même. OK. Je vais mettre des photos, tout le monde. Je vais partager mon écran. Je vais mettre des photos du condo à Patrick. Patrick, tu vas pouvoir peut-être commenter en même temps. Pendant que tu commentes, Patrick, moi, j'aimerais ça savoir comment tu l'as trouvé, puis ça existe-tu encore des condos à ce prix-là, puis comment tu avais fait? Écoute, je ne sais pas si je l'ai mentionné en entrée de jeu. Comment j'ai trouvé ça? Moi, je voulais vraiment un pied à terre en Floride, comme j'ai dit, qui ne coûtait pas trop cher. J'ai annoncé sur les réseaux que je m'en allais en Floride. Je l'ai annoncé sur les Snowbirds du Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une mine d'informations pour tous les gens qui vont en Floride. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont là-dessus, là, sur les Snowbirds, là, mais c'est une grosse communauté. Fait que tout ce que vous avez besoin de savoir sur la Floride, là, Snowbirds du Québec, vous allez avoir l'information. Ça, c'est clair. Fait que j'avais annoncé que je me dirigeais en Floride de telle date à telle date, que je cherchais un 3,5 de peu importe quelle communauté. Je ne savais pas à ce moment-là, j'ai acheté dans un 55 ans, mais j'avais mis le prix maximum que je voulais payer. Puis, je suis tombé sur quelqu'un qui voulait justement vendre, qui avait déjà mis son deuxième condo à vendre, puis il restait seul là, ce 3,5-là. Il avait payé 40 000 5 ans avant, puis il voulait vendre rapidement. Fait que rapidement, ça veut dire qu'on ne va pas en financement bancaire, on n'a pas le temps. Mais de toute façon, en financement bancaire en Floride, là, qu'est-ce qu'il faut savoir, à moins que ça ait changé, peut-être Daniel Pilon de NatBank pourrait le confirmer plus tard. Ils ne financent pas des prêts de 50 000 et moins. Moi, je venais de payer 37. L'autre façon, peut-être, d'aller avoir un prêt en Floride, c'est de faire 2 achats peut-être de 40-50 000, ouais, puis de faire une hypothèque par appui pour sortir son argent. Sinon, ben, des petits condos comme ça, c'est payé cash. J'avais fait un offre à 35, payé cash, j'avais payé 40, oui, puis je l'ai eu à 37. À 35 000, puis j'ai donné un premier montant de 24, puis j'ai négocié par-dessus ça une balance de prix de vente avec 0 intérêt sur 4 ans. Fait que j'ai un paiement, la balance du 37, j'ai un paiement à chaque année qui est égal pendant 4 ans. Il ne faut pas avoir peur de demander aussi du créatif ou un peu en Floride. On en fait un peu de créatif au Québec, on en fait aussi en Floride. Oui, absolument. Ça, c'est le gymnase. Oui, ça, c'est un petit gym. On s'entend que c'est une communauté de 55 ans et plus. Ça ne ressemble pas à mon gym où moi, je vais dans ma région. Là, il y a beaucoup plus de poids haltères, mais c'est ça. Fait qu'il y a un gym, il y a une bibliothèque, il y a 2 piscines privées, barbecue, accès à des terrasses. Fait que c'est vraiment un beau site. Génial. Donc, dans le fond, de ce que je comprends, c'est un condo que toi, tu ne désires pas louer. Tu vas en profiter personnellement ou tu vas en louer une partie de l'année? C'est les deux, Nicolas. Fait que moi, j'ai acheté celui-là juste avant ma première formation avec vous autres en 2019. Je l'ai acheté en octobre 2019. Puis, le but de la location, c'est pour avoir mon pied à terre qui ne me coûte rien. Fait que si je loue 3 mois, bien, ça paye tous mes frais pour l'année entière. Fait que j'ai 9 mois gratuits. On s'entend qu'il n'y a pas d'hypothèque dessus, mais si on prend mes frais de condo, si on prend l'hydro, si on prend le câble, puis tous les autres frais, plus en soustrayant ma location de 3 mois, là, moi, je loue 1650 US par mois. Fait qu'il est loué de février, mars, avril. Fait que si je prends ces 3 mois-là, ça paye mon année entière. Fait que les autres 9 autres mois sont tous gratis. Génial. Génial. OK. Et c'est dans quel secteur, la Floride? C'est Lauderhill. On est à 20 minutes de l'aéroport de Fort Lauderdale. À 20 minutes des plages aussi. Puis, c'est ça. On n'est pas... Tu sais, il parlait des ouragans tantôt, Martin. Là, fait que j'étais à 20 minutes de l'eau. Fait que avant que l'ouragan me frappe, il n'y aura pas grand dégât, je pense. OK, parfait. Côté assurance, ça te coûte combien? Les assurances avec Rivard, ça me coûte environ 650 par année. Il parlait tantôt la responsabilité civile de 100 000. Là. Fait que moi, j'ai ça, mais j'ai pris un upgrade parce que 100 000 en Floride, d'après moi, on pourrait être poursuivi pour beaucoup plus que ça. Fait que moi, je prends toujours l'upgrade tout le temps
pour être sûr. Okay. Ça coûte pas nécessairement plus cher pour le. Ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Il faut aller chercher une couple de 100 000 de plus. Oui. Pour avoir la tête tranquille. Ouais. Moi, je le prends. J'engage quelqu'un, parce que là, ça fait 2 ans pratiquement, je peux aller, là, je vais y aller prochainement. J'engage quelqu'un qui passe à toutes les 2 semaines, qui habite en Floride, qui va faire une vérification du condo pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégâts, que tout fonctionne normalement. Fait que depuis 2 ans, j'ai quelqu'un en 2 semaines, elle m'envoie un rapport par courriel, elle m'envoie des photos du condo. Et s'il y a une problématique, mais elle m'aurait averti, mais il n'y a pas de problématique. Et ça vient aussi sécuriser les assurances. Un gars comme Martin chez Rivard, quand dans ton contrat, il sait que quelqu'un passe à ton condo régulièrement pour faire la vérification, tu n'as pas laissé ça pendant 2 ans, la porte fermée, ça vient sécuriser aussi. C'est excellent. Nicolas, José. Attends un peu, Nicolas, avant qu'on prenne José puis, ou Nida. Là, tu as payé 35 000 le condo, Pat. Il vaut combien à peu près, là, 2-3 ans plus tard? 55 000 environ. OK. C'est pas. C'est le 55 ans et plus, ça monte un peu moins, là. Un peu moins que les autres créneaux, mais ça permet, faites le calcul à 37, comme j'ai payé, puis je suis 1650 US, mon rendement sur un 3,5. Jamais au Québec, on aurait un rendement aussi important, jamais de la vie. 35 000 la porte. Ça, c'est important. C'est important ce que Patrick dit, parce que les 55 ans, étant donné qu'il y a moins d'acheteurs pour les 55 ans, c'est des condos qui valent un peu moins sur le marché. Non, mais pas sur la location. Exact. Pas sur la location. Sur la location, on peut louer le même prix qu'un autre condo qui n'est pas 55 ans. Mais à l'achat, beaucoup moins cher parce qu'il y a moins d'acheteurs. Donc, c'est génial, la rentabilité. Oui, elle est superbe, la rentabilité de ça. Oui. José, c'est à toi. Tu pourrais-tu activer ton micro? Oui, excusez-moi. En fait, ma question, c'est justement au niveau des normes, tu peux louer, mais toi, tu ne peux pas être là plus de 30 jours, si j'ai compris. Mais quand tu loues personne, c'est quoi les règles? Est-ce que les gens doivent avoir 55 ans et plus? Ouais. Tu disais que tu peux louer jusqu'à 3 mois. Fait que c'est 55 ans et plus, 3 mois, puis c'est des gens de la place? Moi, je loue 3 mois parce que j'expliquais que je veux me retrouver, que ça paye toute mon année en entière. Mais je peux louer dans ma communauté, je peux louer jusqu'à 6 mois. Il faut faire attention. C'est toujours des 55 ans et plus. On ne peut pas rentrer quelqu'un. Tu peux envoyer quelqu'un, un membre de ta famille, tu lui dis c'est ton cousin proche, puis tu vas y louer une semaine, ça va passer là-bas. Mais on a un maximum à respecter, c'est 6 mois. Puis on a deux temps dans l'année. Fait que si tu loues 3 fois un mois, ben, tu as déjà dépassé. Tu comprends? Tu ne pourras pas te rendre à 6 mois. Fait que c'est 2 tranches, mettons, de 3 mois, tu vas faire ton 6 mois. Puis là, tu vas pouvoir rentabiliser encore plus ton condo. C'est sûr que l'été, le monde va moins là. Les snowbirds ne sont pas là. C'est vraiment une catégorie de snowbirds. Ils vont se déplacer là à partir de novembre, là, même octobre. Des Québécois peuvent y aller plus qu'un mois. Il faut qu'il y ait 55 ans et plus. Exactement. OK. Toi, tu ne peux pas y aller plus d'un mois parce que tu n'as pas 55 ans. Exact. OK. Là, je comprends. Merci. José, n'oublie pas la créativité qu'il disait, Pat, c'est qu'il peut y aller, mettons, en décembre puis en janvier, puis il va faire un 2 mois pareil. C'est 30 jours par année. Fait que peut-être même là, avec ton 3 mois, là, Pat, tu préfères un 6 mois avec quelqu'un si tu fais 3 mois en fin d'année puis un 3 mois après. Oui, mais de toute façon, la communauté me permet, ça va arriver parce qu'on ne fera pas le même 6 mois dans l'année, mais de toute façon, me permettre le 6 mois dans l'année, en deux fois. Ouais. Tu vas faire une année, 6 mois. Il faut vérifier aussi dans les communautés, c'est bien important, les 55 ans et plus, là, faire attention parce que les locations, ils aiment moins ça, mais ils permettent. Tu sais, comme moi, j'ai acheté, mais je pouvais me louer seulement 1 an après mon achat. Je ne pouvais pas commencer au jour 2. Il faut le prendre en considération dans vos achats si vous voulez investir là-dedans puis avoir une rentabilité. Moi, je devais garder pendant 1 an. Il y a des places, c'est 2 ans, des places, c'est un peu plus. Des fois, il y a des places qu'il n'y a pas de temps requis, puis d'autres places qui ne veulent pas pantoute. Il faut vraiment voir c'est quoi les règlements de la communauté avant de faire une offre d'achat. De toute façon, la courtière va vous le dire ou le courtier va vous le dire. J'ai Yvan Réaume qui a une question pour toi. Oui, merci. Patrick, j'aimerais savoir, juste donner un exemple comme ça. Supposons que tu calcules tes revenus, tes dépenses, puis disons que tu arrives à la fin de l'année et que tu as généré un revenu de
de 2000 pièces net, après avoir payé toutes tes dépenses, il te reste 2000 pièces net de revenus avec ton condo. Qu'est-ce qui arrive par rapport à ça? Est-ce que faut que tu fais partie, on s'entend que quelqu'un qui a un condo comme ça, qui a un revenu de 2000, c'est pas quelqu'un qui en a comme qui reçoit des dizaines ou des centaines de milliers de dollars de revenus puis qui va avoir le meilleur fiscaliste aux États-Unis pour faire la meilleure chose. C'est qu'est-ce qu'on fait avec, disons, un revenu de 1000 ou 2000 revenus nets du côté des States quand on est un résident québécois? Ça dépend de moi, je ne suis pas fiscaliste, puis je vais peut-être mal de répondre à ça, mais je te dirais en premier lieu, c'est de déterminer c'est quoi ton profil d'investisseur. Si ton 1000, 2000 va continuer à grossir, je te dirais, fais tes impôts aux États-Unis pour dégager un historique pour pouvoir emprunter de plus en plus là-bas aussi. C'est important de bâtir ce crédit-là, parce qu'on a notre crédit aussi sur le côté canadien, mais de bâtir au côté américain, puis continuer à prospérer. Imagine si tu as 2 beaux dossiers de crédit, et tu peux emprunter d'un bord ou de l'autre, comment que ça va te donner le potentiel pour acheter? Je te dirais, l'autre réponse, si tu fais une année 1000, tu pourrais pas le déclarer. Oui, sûrement que 100% du monde le font, là, juste avec 1000. Là. Ça serait ridicule d'aller courir pour faire un rapport d'impôt pour ça. Mais je peux pas, c'est ça la fiscaliste pourrait te répondre adéquatement. On en a un fiscaliste tout à l'heure. Mais je viens de voir un petit message passer en terminant avec Patrick, c'est que Linda dit que ton condo vaut dans les 70 000 maintenant, alors que tu l'as acheté à 36 000. Quand ça? Il y a 2 ans? 2009, octobre 2009. En 2009, OK. Je suis content de savoir ça, fait que si j'ai un 9 à 75, il est à vendre demain matin. Attends un peu, Patrick, pas 2009. 2019, excuse. OK. 2019. OK. Merci. 2019, tu as doublé ton argent. C'est bien.